Notre prochain orateur, Joseph Touvenel, que je vous demande d'applaudir, vice-président d'une confédération syndicale française que vous connaissez. Vous êtes membre aussi, Monsieur Touvenel, du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et nous sommes tout oui. Merci, bonjour à tous et à toutes. Particulièrement merci à Ludovine et à Franck pour cet espace de liberté, puisque je dois traiter de l'expérience de liberté. Nous venons tout simplement de la vivre. Une liberté d'expression. Gilles William nous a dit ses interrogations sur un certain nombre de points. Philippe Bilger nous a donné des contradictions. Et c'est légitime, et le débat est légitime. C'est aussi ce qui fait peut-être la différence de ce que nous sommes. Accepter que nous ne soyons pas tous sous des casques à pointe, mais qu'on ait cet espace de liberté. Alors, vous avez un syndicaliste. Je vois quelques salariés ici qui ne sont pas encore syndiqués, donc je vais vous parler de syndicalisme, ça va vous faire du bien. Syndicaliste chrétien, mon approche va être celle-ci. Bien entendu, parmi nous, il y a des chrétiens, il y a d'autres croyances, il y a des agnostiques, mais nous nous réunissons sur un certain nombre de valeurs qui, je crois, sont des valeurs absolument naturelles. Et je vais apporter deux précisions aux orateurs précédents. La première précision à Gilles William Goldadel, c'est que l'espérance de vie en Inde fait que les personnes dont tu nous as parlé sont décédées, puisque l'espérance de vie, c'est 69 ans pour l'Inde. Et Philippe Bilger, je regrette qu'il soit parti, j'aurais voulu lui poser une simple question. Oui, il y a des gens qui ont perdu un bras et une jambe. C'est pas pour ça que leur vie est fichue. Mais mieux vaut vivre avec un bras et une jambe, mieux vaut vivre avec un père et une mère. Alors je vais aller un peu 200 ans en arrière pour traiter de cette expérience de liberté. Je suis en 1791, sur les estrades, dans les libelles, face au peuple, et décliné 100 fois, 1000 fois, sans arrêt le mot liberté. Et puis un brave bourgeois, avocat de son état, Maître Le Chapelier, breton, donc il n'a pas que des inconvénients, ce brave homme, dépose une loi. Alors philosophiquement, d'où vient-il? Oui, voilà, je vois un drapeau breton. Ben, c'est quelqu'un qui est énormément marqué par Jean-Jacques Rousseau, par les théories des Lumières. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, quand il fera passer sa loi, il citera beaucoup Jean-Jacques Rousseau. Alors Jacques Rousseau, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, parce qu'il a écrit des choses très très intéressantes, comme un traité sur l'éducation, tout en abandonnant ses 5 enfants. Donc c'est quand même quelqu'un qui mettait en cohérence ses paroles et ses actes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce cher Jean-Jacques. Mais Jean-Jacques a dit des choses intéressantes, notamment dans Du contrat social ou principe du droit politique, il affirme que le citoyen peut être forcé à être libre. Eh bien, c'est un peu ce qu'a fait la loi Le Chapelier, sous le principe de la liberté posée comme absolue. Nous sommes tous libres, alors on n'a plus besoin de cadre légal. La seule chose qui compte, c'est le contrat, la liberté du contrat. Et le syndicaliste que je suis le voit tous les jours, cette petite musique de « seul le contrat aura une importance » et débarrassons-nous de tous ces codes, de toutes ces lois qui sont quand même très ennuyeux, puisque la liberté de chacun, c'est de contracter. Oui, très bien. Mais c'est juste oublier qu'entre celui qui a besoin de travailler pour vivre et faire vivre les siens, et celui qui peut donner du travail à l'autre, il n'y a pas d'égalité. Il y a une disproportion qui vicie la liberté. Eh bien, cette disproportion, vous l'aviez hier dans le monde du travail, vous l'avez aujourd'hui, notamment pour la GPA. La GPA, c'est ce qu'on impose aux plus pauvres, au profit des plus riches. Cette liberté, je n'en veux pas. Et alors, puisque chacun est libre, plus besoin de corps intermédiaires, c'est ce qui a été mis en place. Et ça a été le grand malheur de la classe ouvrière pendant plus de 150 ans. L'interdiction des corporations, puisque, nous disait Le Chapelier, il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu et l'intérêt général. C'est un peu la petite musique qu'on entend aujourd'hui. Il n'y a plus que l'intérêt particulier de chacun. Je veux, j'ai les moyens, je peux. Et puis à l'époque, on nous a quand même dit tout attroupement composé d'artisans, d'ouvriers, compagnons, journaliers ou excités par eux contre le libre exercice de l'industrie du travail seront
seront tenus pour attroupement séditieux. À l'époque, attroupement séditieux, c'était direction les guillotines quand même. Et donc, ça a été l'interdiction des corporations, du compagnonnage, des coalitions ouvrières aux paysannes, du droit de grève. Voilà ce qu'on nous a imposé sous ce principe de la liberté, qui est une fausse liberté. Et vous l'avez entendu depuis le départ peut-être, la liberté, c'est aussi la justice. Sans justice, il n'y a pas de liberté. Et d'ailleurs, à l'époque, au nom du libre exercice de la médecine, puisque tout le monde était libre d'exercer, on a fermé les universités, les facultés de médecine. Alors la facétie n'a duré que quelques années parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il fallait mieux être soigné par des gens formés que par quelqu'un qui s'installait en disant ben moi ça y est je vais vous opérer parce que je suis médecin, j'ai envie de l'être. Et dans ce monde très dur, il y a des figures qui se sont levées, souvent méconnues parce qu'elles ont une tache noire. C'est celle de cette ni positionnée je suis de gauche, je suis de droite, mais de cette positionnée, pour beaucoup, je suis chrétien, et pour beaucoup aussi, ce qui m'intéresse, c'est la véritable liberté et le respect de la dignité de chaque être humain. Et je vous citerai par exemple Marie-Louise Rochebillard. Marie-Louise Rochebillard, elle devrait être à la mode, c'est la créatrice des premiers syndicats féminins en France, en 1899, au XIXe siècle. Elle a travaillé dans les soieries lyonnaises dès l'âge de 16 ans. Et là, elle a rencontré la condition ouvrière. Elle venait d'un milieu aussi bourgeois, mais ses parents notaires avaient fait faillite. Et donc, elle a été obligée de travailler. Elle a été très marquée par les grèves, la dureté des grèves, à la fois par les grèves révolutionnaires, violentes, et à la fois par l'injustice de la condition ouvrière. Elle a été très marquée par un texte qui, à l'époque, était le premier texte à portée mondiale sur le monde du travail, Rerum Novarum, de Léon XIII. Et elle s'est battue contre la bien-pensance du moment, contre vent et marée, contre l'hostilité des autres, l'hostilité du monde bourgeois, l'hostilité d'une partie du monde politique de gauche ou d'extrême gauche, parce que ces méthodes, c'était aussi des méthodes pacifiques et de respect des uns et des autres. Et que dit-elle? Elle nous dit « ce fut rude, le mot syndicat n'étant compris que du petit nombre est reconnu, paraît-il, tout à fait anormal dans l'application pour de simples femmes, si ce n'est toutefois, pour certaines, au cerveau brûlé. » Oui, quand vous vous opposez à la doxa officielle, oui, quand vous êtes différent, on considère que vous êtes des cerveaux brûlés. C'est au moins la reconnaissance que nous avons un cerveau. Créé en 1901, alors je ne sais pas si c'est le premier, peut-être que quelqu'un pourrait me le dire, mais en tout cas un des premiers mensuels féminins qu'elle crée en France, et son éditorial commence par l'heure de la femme a sonné. Marie-Louise Rochebillard, dont vous parle jamais, je pose juste la question, est-ce que la doxa officielle ne fait pas aussi l'histoire et nous la raconte comme elle le veut? Alors elle a dénoncé évidemment les excès du capitalisme qui peut-être aurait fait qu'on en parlerait aujourd'hui en faculté, mais en même temps, elle dénonçait les excès du socialisme, ce qui fait qu'on parle peu de Marie-Louise Rochebillard. Eh bien, elle a exercé la vraie liberté en faisant le choix de la justice au service des exploités. Et c'est peut-être le choix que nous faisons ensemble aujourd'hui. Puis l'expérience de liberté, c'est aussi un homme politique, toujours dans cette période, parce que c'était une période particulièrement dure, où des enfants étaient mis dans les mines dès l'âge de 7-8 ans. C'est une réalité, où des hommes, des femmes, des enfants mouraient à la tâche, travaillaient dans des conditions abominables. Alors, un homme s'est levé aussi, Albert Demain, qui jusqu'à il y a quelques années avait encore son buste dans la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale, mais il a été gentiment évacué. Albert Demain devait gêner. Pourquoi? J'en sais. Ah si, il a peut-être gêné parce que c'était un de ceux qui s'est battu pour le repos dominical et qu'on remette le repos dominical. Et au moment où nos chers députés ont voté pour l'ouverture des grandes surfaces le dimanche, ils ont en même temps évacué le buste d'Albert Demain, qui est quand même un député de 1876 jusqu'à 1896. Que dit-il à l'Assemblée nationale? Des doctrines nouvelles se sont levées sur le monde. Des théories économiques l'ont envahi, qui ont proposé l'accroissement indéfini de la richesse comme but suprême de l'ambition des hommes, et qui, ne tenant compte que de la valeur échangeable des choses, ont méconnu la nature du travail en l'avilissant
au rang d'une marchandise qui se vend et s'achète au plus bas prix. Eh bien aujourd'hui, ce qu'on nous propose, avec ces doctrines nouvelles qui se sont levées sur le monde, avec ces théories économiques, avec cet accroissement indéfini de la richesse et de j'en veux et j'en veux toujours plus, comme but suprême de l'ambition des hommes, en ne tenant compte que de la valeur échangeable des choses, on méconnaît non seulement la nature du travail, mais on méconnaît également la nature de l'être humain en faisant un objet de consommation. J'en veux, j'y ai droit, je peux en acheter et j'en achète. Voilà ce que nous combattons, parce que l'être humain, jamais, jamais, jamais n'est un objet d'échange, n'est un objet juste économique. L'être humain a une dimension bien supérieure, une transcendance, un être sacré qui ne peut ni s'acheter, ni se vendre, jamais, jamais, jamais. Et son credo, Albert Demain, c'était la dignité inaliénable de chaque être humain, qui ne peut être traité comme une marchandise. Voilà comment il l'exposait. Alors, si on n'en parle pas trop non plus, un peu plus que Marie-Louise, mais pas trop, c'est sans doute parce qu'il a été à l'origine de quelques lois sans importance, l'interdiction du travail des enfants, l'instauration du repos dominical, l'interdiction de travailler plus de 11 heures par jour, l'imitation repoussée en commission par 8 voix contre 4, dont celle de 2 députés d'unité prolétarienne. La protection des ouvriers contre les conséquences de la maladie et de la vieillesse, c'est-à-dire qu'il pose le principe des retraites ouvrières et paysannes, le congé de maternité de 4 semaines rémunéré pour les femmes enceintes et accouchées. Il fallut attendre 1913 pour que ça soit enfin voté. En 1889, il fait scandale en réclamant la journée maximale de travail de 10 heures. Scandale, la bien-pensance du moment, la doxa officielle, scandalisée. La Chambre des députés, levée, debout, scandalisée. Les journaux de l'époque, scandalisés. Il demandait juste la journée maximale de travail de 10 heures. Il défend sans succès une proposition de loi visant à rendre insaisissables les petites propriétés agricoles pour éviter que les paysans expulsés de leurs terres sombrent dans la misère. Pour son époque, il n'était pas dans le move. Il n'était pas moderne. C'était un has-been, un vieux réac dépassé par son temps, qui ne comprend rien à l'époque, qui ne comprend rien à la modernité. Qui avait raison? Albert Demain ou ceux qu'il traitait de vieux réac has-been? Eh bien, sa liberté était celle de rester accroché à une chose, ce qui est juste. Alors vous me direz, tout ça c'est bien loin. Alors je vais venir dans une époque un peu plus récente, parler d'un système qui a été, à une époque, que j'ai connu, chanté, célébré, vanté, admiré, parfois glorifié par nos élites intellectuelles installées. Je veux parler bien entendu du régime qui fit le bonheur de la classe ouvrière, celui que l'on nommait le paradis des travailleurs, le régime communiste. J'ai d'ailleurs souvenir d'un article dans le journal du soir dont Gilles William parlait tout à l'heure, journal généralement bien écrit, intéressant, un article fabuleux, où on nous décrivait que ce régime, qui est le régime communiste, allait de toute façon gagner, et qu'à vision humaine, mieux valait s'allier avec eux, puisque nous allions nous écrouler comme une poire blette, alors que de l'autre côté, ils étaient forts, ils étaient armés, ils venaient d'envahir l'Afghanistan, ce qui montrait qu'après la chute des USA au Vietnam, c'était eux qui allaient conquérir le monde. Et que devant les conquérants, on ne pouvait que s'incliner, il fallait s'incliner, même s'il y avait des petites choses désagréables, c'était le plus intelligent à faire. Très bel article. Je ne sais pas ce qu'en pense aujourd'hui l'auteur. En tout cas, du côté syndical, du côté du peuple et notamment du peuple polonais, certains se sont levés, ont exprimé leur liberté, leur dignité. Ça s'appelle Solidarnosc. Ils ont fédéré ouvriers, intellectuels, croyants, athées, étudiants, retraités, villes et campagnes. Jean Offredo, journaliste, nous disait « Solidarnosc incarnait la légitimité populaire face à la légalité du pouvoir. » La légitimité populaire face à la légalité du pouvoir. Et malgré le mensonge, les campagnes de contre-vérité, la falsification des déclarations, les accusations mensongères, que nous connaissons tous,
Ils ont tenu. Et ils ont tenu parce que nous a dit quelqu'un pour lequel j'ai à la fois de l'admiration et plus que de l'admiration, qui s'appelle Jerzy Populescu, c'était le prêtre du syndicat Solidarnosc, qui a été enlevé, qui a été torturé, qui a été assassiné à l'âge de 37 ans. Eh bien, il nous disait pourquoi ils tiennent, ces ouvriers, ces salariés, ces intellectuels, alors qu'on les arrête, qu'on les met en prison, qu'on les sépare de leurs enfants. Eh bien, ils ont tenu parce que la vérité est immuable. On ne peut pas la détruire par des décrets ou par des lois. La vérité, mes amis, est immuable. Et il disait à propos du système communiste, la violence est la preuve de son infériorité morale. Oui, mes amis, si nous sommes pacifiques, et je ne confonds pas ce qu'est pacifique et pacifisme, si nous sommes pacifiques, si nous agissons pacifiquement, c'est parce que nous savons que la violence est la preuve de l'infériorité morale de ceux qui nous combattent. Pas de ceux qui sont en désaccord avec nous, avec qui on pourrait discuter, on devrait discuter. Mais on nous refuse cet espace de débat légitime. Parce que moralement, ils ne se sentent pas bien. Parce qu'ils savent, ils sentent qu'on ne peut pas atteindre à la dignité profonde de chaque être humain. Et les attaques violentes, injustes, mensongères, qui sont faites à l'encontre de ceux qui se sont donnés pour tâche de défendre le plus faible, c'est-à-dire l'enfant, sont juste la preuve de cette infériorité morale. Par les partisans de la sacralité du désir des adultes. Il n'y a pas de vérité sans liberté, il n'y a pas de liberté sans vérité. Et ce que nous défendons aujourd'hui, c'est un espace de liberté, parce que je crois que nous approchons de la vérité. L'enfant le plus faible, toujours doit être défendu. Alors j'ai entendu ce qui était dit tout à l'heure, le désir d'enfant, mais il est légitime. Mais ça a été rappelé. Ce n'est pas parce que j'en veux que j'y ai droit. Et quand on dit, mais ces enfants, je les aimerais. Ben, j'espère, oui, c'est un minimum quand même. Mais l'amour, parfois, quelquefois, souvent, c'est savoir se sacrifier. C'est pas parce que j'en veux que j'y ai droit. Ça, c'est pas une preuve d'amour. La preuve d'amour, c'est quand je renonce, parce que j'aime l'autre. Le chrétien que je suis sait de quoi il parle. Celui devant lequel je m'agenouille, il s'est sacrifié pour l'humanité. C'est peut-être la plus grande preuve d'amour qui a été donnée aux hommes. Et ce combat, bien, il est simple, il est éternel. C'est le combat du bien et du mal. C'est le combat du vrai progrès contre la barbarie. Qu'y a-t-il de plus barbare que de vouloir imposer à un être humain de ne pas avoir de père ou de ne pas avoir de mère? C'est une très grande barbarie. La vie peut l'imposer, malheureusement. Mais qu'on le fabrique intentionnellement, c'est de la barbarie. Alors, peut-être que nous sommes dans ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal. Vous savez, Hannah Arendt, elle a couvert le procès d'Eichmann. Elle a découvert que cet homme, son procès, ce nazi qu'elle voyait comme un monstre, elle a découvert que, en fait, ce monstre, ce n'était qu'un petit fonctionnaire médiocre. Et elle a conceptualisé sur l'idée du mal qu'il ne réside pas dans l'extraordinaire forcément, mais dans les petites choses qui, quotidiennement, vous amènent à commettre les actes les plus graves. Elle soutient qu'Eichmann a abandonné son pouvoir de penser pour n'obéir qu'aux ordres. Toujours, gardons notre pouvoir de penser, d'où l'importance d'avoir des contradicteurs qui peuvent s'exprimer, qui peuvent nous dire « ben non, je ne suis pas d'accord avec vous pour telle et telle raison ». Gardons toujours notre pouvoir de penser et cette liberté de la contradiction. Il a renié, disait-elle, cette qualité humaine caractéristique qui consiste à distinguer le bien du mal. Et à la fin, la distinction qui doit être faite, c'est bien celle-là, ce qui est bien ou ce qui est mal. Continuer à penser en s'interrogeant sur la doxa officielle, la norme, parce que la norme de l'époque d'Eichmann,
c'était de considérer qu'un être humain qui s'appelait juif n'était plus un être humain. C'était ça la norme officielle. C'était ça la doxa officielle. C'était ça les textes. C'était ça la majorité. C'était ça la jeunesse qui défilait au pas de loi. Qui avait raison? La norme et ses propres actions, toujours y réfléchir, c'est la condition pour ne pas sombrer dans la banalité du mal. C'est cela notre liberté. C'est celle que nous revendiquons aujourd'hui. C'est celle que nous essayons de vivre en espérant au quotidien être au service d'une autre banalité, celle du bien. Nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Nous commettons des erreurs parce que nous sommes des êtres humains. À nous de travailler pour être meilleurs, de ne pas rejeter l'autre, même quand il est en désaccord avec nous, mais de savoir aussi arrêter les choses. Alors, je vais vous livrer un petit scoop quand même. Il se trouve qu'après une des interventions que j'avais fait, l'invitation Ludovine, j'ai reçu, comme un certain nombre d'entre vous, quelques insultes, notamment via Twitter, généralement anonymes. Et je dois remercier notamment Maître Henri de Bourgard et la Gendarmerie nationale pour, après enquête, qui a été longue, difficile, avoir réussi à tomber sur des anonymes dont je ne donnerai pas le nom, dont j'ai les noms puisque nous les avons fait, et c'est le petit scoop, nous les avons fait condamner en justice. Quand après mon intervention, on a osé me traiter d'homophobe, on a osé de me traiter de catho-intégriste, grâce à la gendarmerie, grâce à Maître de Bourgard, nous sommes allés au bout. On a réussi à trouver même ceux qui se cachent derrière l'anonymat. Ils ont été condamnés, et c'est bien. Parce qu'on ne doit pas non plus se laisser faire, non plus se laisser insulter. Nous n'avons pas insulté, nous n'avons pas à avoir d'actes de violence, mais ne nous laissons pas intimider, comme le disait Gilles William tout à l'heure. N'ayez pas peur, nous disait un pape qui a aidé aussi un petit peu le syndicat Solidarność à se libérer de la dictature. Et puis enfin, quelquefois, nos positions demandent un peu de courage. La semaine dernière, j'ai eu un débat sur une radio avec un député. Et puis, dans le débat, qui était sur les retraites, il a parlé de la grande consultation nationale que le chef de l'État allait demander. Et je lui ai dit, oui, bon, c'est bien les grandes consultations, mais moi, j'en vois une qui est assez récente, où 82% au moins de ceux qui ont participé se sont dit opposés aux lois que vous êtes aujourd'hui en train de voter. Alors, comme il est bien formé, il a fait du média trading, tout ça, évidemment, il n'a pas répondu, il est passé à autre chose. Et à la sortie du studio, il m'a pris, mais vous savez, alors il n'est pas très loin, hein, c'est un député de ce département. Alors lui, comme c'est un homme politique, je vais le nommer. Je ne vais pas nommer la pauvre fille qui insultait, cachée derrière un truc Internet, ça n'a aucun intérêt. Enfin, j'espère que depuis, elle s'est arrêtée. Alors, elle avait 3 comptes, hein. Ça vous fait croire qu'il y a plus de monde qui vous insulte. Lui, il s'appelle Jean-Noël Barrot. Bien, monsieur le député des Yvelines, vous qui m'avez pris par le bras en disant, vous savez, moi, je suis un démocrate chrétien, mais je suis d'accord avec vous, mais le groupe n'est pas d'accord. Monsieur le député, si vous êtes élu, c'est aussi pour porter des convictions. Ce n'est pas pour voter comme un groupe. Sinon, on n'a pas besoin de centaines de députés, de parlementaires, on a besoin d'en avoir 5 qui représentent chacun un groupe. C'est terminé, ça fera faire des économies à la France. Si, monsieur le député des Yvelines, vous avez des convictions, alors vous les portez jusqu'au bout. Ou sinon, vous ne vous présentez pas devant les électeurs et les électrices. Enfin, je terminerai juste en citant un homme pour lequel j'ai assez d'admiration, qui s'appelle Lech Walesa, qui, aux obsèques du père Piopuesco, déclarait « Nous allons répondre par la vérité au mensonge et par le bien au mal. Tel doit être notre chemin et notre espérance. » Merci. Merci beaucoup, Monsieur Touvenel.